savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Alexandre, tout un rassemblement hier pour Donald Trump, un des rassemblements les plus spectaculaires de cette campagne et je dirais même des dernières années là, au Madison Square Garden. Et il a réussi à remplir le Madison Square Garden, 20 000 partisans qui étaient sur place. Et on a vu apparition très rare en campagne de Melania Trump, l'ancienne première dame, c'est elle qui a présenté Donald Trump, là, qui est arrivé sur scène. Ne l'a pas repoussé non plus, parce que des fois, quand le Donald a tendance à lui serrer la main ou quoi que ce soit, on avait vu des images où elle était pas volontaire du tout. Là, c'était plus chaleureux là, entre les deux sur scène. Une brochette vraiment... On lui a promis quelques pièces privilégiées dans la Maison-Blanche. Je sais pas ce qu'il y a comme entente entre les deux. Ça reste bien mystérieux tout ça, mais plusieurs personnes, en plus de Trump, qui ont foulé la scène. Robert Kennedy Jr., Elon Musk, Rudy Giuliani, Hulk Hogan qui a eu de la difficulté à déchirer son chandail. On avait vu... couturière. Qui coupe un peu le dessus. Dr. Phil était là aussi. Mais Dr. Phil, moi, ça m'est apparu comme un invité surprise, une espèce de contrepoids à Oprah, je sais pas quoi. Ouais, peut-être, c'est pas fou. Et dans le cas de Donald Trump, essentiellement, son discours, il a accusé Kamala Harris d'avoir détruit le pays, d'avoir détruit les États-Unis. Et le clou sur lequel Trump cogne à répétition, c'est l'immigration. Ça fait partie, quand on regarde des sondages d'opinion aussi aux États-Unis, les deux enjeux, les deux préoccupations les plus importantes, on parle de l'immigration et de l'économie. Et Donald Trump le sait et il cogne là-dessus. Et il l'a fait encore hier au Madison Square Garden, on peut l'entendre. Kamala has imported criminal migrants from prisons and jails, insane asylums and mental institutions from all around the world, from Venezuela to the Congo. A lot of people are coming from the Congo prisons. But the day I take the oath of office, the migrant invasion of our country ends and the restoration of our country begins. Alors, en résumé, on parle de certains immigrants du Venezuela, du Congo, et là, Donald Trump les accuse là, d'être justement certains migrants, des criminels qui viennent au pays. Il dit que l'invasion des immigrants, ce sera terminé lorsqu'il sera au pouvoir. Oui, parce qu'il y avait cette thèse qui a martelé... Qui pour un bout est farfelu, là, certes, mais qu'à peu près, à un moment donné, tu l'écoutais, puis là, il s'est comme modéré, mais en Amérique centrale, puis en Amérique du Sud, là, les prisons et les instituts psychiatriques étaient vides. Essentiellement. C'est ça. Tout le monde était rendu aux États-Unis. Tout le monde était parti vers les États-Unis. Ouais. Et ça, il avait été dit, j'avais lu une espèce de recherche, quelqu'un avait dit, mais où la source de ça? Semble-t-il dans un journal, c'était un médecin, c'est pas un psychiatre ou un médecin ou un quelconque d'Amérique latine, dans une entrevue, un journal avait dit que des gens d'un institut psychiatrique avaient... mais il y avait une source, une affaire qui concernait peut-être une poignée de personnes, là, dans un pays. Et finalement, c'était rendu que tous les instituts psychiatriques et toutes les prisons d'Amérique latine s'étaient vidés. Là. Il y avait une légère exagération. Regarde sa déclaration sur Springfield. Là. They're eating the dogs, the cats. Là, d'où c'est parti tout ça? Mais il reste que avec les exagérations, ils touchent néanmoins. Moi, je pense pas que les gens croient aux exagérations, mais je pense que les gens croient qu'il y a eu un problème avec la frontière. Et hier, le but, c'était vraiment de ficeler Kamala Harris avec Joe Biden, là, d'en faire une seule administration. Ouais. Et donc, quand elle disait qu'elle a détruit le pays, c'est qu'elle est entièrement responsable des années Biden. Exact, alors qu'elle était sa vice-présidente. Mais Mario, la controverse n'est pas tant venue de Trump hier. Elle est venue d'autres personnes qui se sont exprimées avant Trump, parce que tu sais, dans ces soirées-là, il y a toujours toutes sortes de discours avant, justement, l'événement principal, si on fait un parallèle avec la boxe, avant l'arrivée de Donald Trump. Et dans ce cas-ci, c'est les commentaires d'un humoriste, Tony Hinchcliffe, qui a fait une déclaration qui ne passe pas du tout à l'égard là, de Porto Rico, qu'il a comparé à une île flottante d'ordures au milieu de l'océan. Autre déclaration controversée, celle de l'animateur de radio Sid Rosenberg. Je te fais entendre les deux. There's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah. I think it's called Puerto Rico. She is some sick bastard, that Hillary Clinton, huh? What a sick son of a... The whole party, a bunch of degenerates, lowlives, Jew haters and lowlives. Every one of them. Every one of them.
Alors, celui que vous venez d'entendre, c'est Rosenberg, là, qui avait même un langage très, très, très ordurier à l'endroit de Mme Harris là, et les démocrates. C'est une autre semaine. Il en a dit toute la semaine passée que Justin Trudeau jouait son avenir, mais officiellement, là, il y a deux dates. Il y a 2 dates limites aujourd'hui pour M. Trudeau. Il y a des ultimatums, il y a des échéanciers. D'abord, les fameux mutins, là, les 24 là, qui auraient été à l'origine de cette mutinerie, cette fameuse lettre que personne n'a osé signer demandant la démission de M. Trudeau. Eux, ils regardent leur montre là, ce matin, Mario. Parce que la lettre contenait une date, là, on l'oublie. Oui, et l'échéance, c'est ce matin. Si j'étais eux, j'aurais pas trop d'attente. À voir M. Trudeau là, gambader le pas léger à l'intérieur des corridors de la Chambre des communes. Eux sont sortis, quelques-uns, 2 sont sortis de la rencontre la semaine passée en disant là, on lui a donné jusqu'au 28 pour réfléchir. Mais Justin Trudeau n'a jamais parlé du 28. Il n'a jamais dit qu'il allait réfléchir. Lui, il a dit qu'il allait rester. C'était clair la semaine passée et ce sera clair probablement ce matin. L'autre échéance vient du Bloc québécois. Souviens-toi, l'ultimatum du Bloc québécois, ça c'est demain, pour notamment la bonification de la pension de vieillesse. Ça, c'était la premier critère. Le deuxième, la gestion de l'offre. Mais le Bloc n'aura rien de ça. Là. C'est 0 à 2. Rien de ça. Puis le Sénat n'a jamais... Le Bloc va faire quoi? Là, s'ils suivent leurs paroles, à partir de demain, eux, ils sont dans le camp Poilievre. Là. Faut renverser le gouvernement le plus vite possible. Il resterait juste à partir de demain Jack Meeting pour sauver Justin Trudeau. Seule option. Est-ce qu'il le fera encore, lui qui a déchiré l'entente? Poilievre qui a convoqué la presse à 10h cet avant-midi. Est-ce qu'il nous fera un autre coup d'éclat? Parallèlement à tout ça, il y a ce nouveau sondage Abacus Data qui vraiment donne largement en avance les conservateurs. 44% contre 22% pour les libéraux de Justin Trudeau. Là, on parle de 22 points d'écart entre les deux. Le NPD est à 18. À chaque sondage, je me dis l'écart va se resserrer juste pas parce que quelqu'un fait des miracles, mais juste parce qu'à un moment donné, il y a, comme on dit, il y a une base de libéraux dans le pays, puis juste par la nature des choses, ça devrait se resserrer. Mais l'écart, il était 20, 21, 22. Alors, est-ce qu'on peut s'y fier à ce genre de sondage-là? Je ne me fierais pas à Abacus si toutes les autres maisons de sondage disaient le contraire. À 22 points. Mais là, c'est ça. 22 points. On n'est pas dans la marge d'erreur, Marc. Non, c'est ça. Puis, Abacus, c'est quand même eux, dans ce cas-ci, c'est eux les premiers qui ont... La première maison de sondage qui a dit, là, je remonte plusieurs mois en arrière, il a dit, là, Justin Trudeau, il est comme 10 points en arrière. On trouvait ça énorme, 10 points en arrière, là. Parce que, généralement, ça se tenait les libéraux, les conservateurs, depuis des années... Tu sais, quand il y en a un qui prenait l'avance, 3-4 points, c'était beaucoup, là, tu sais, ça se tenait nez à nez. Puis, elle avait dit 10 points, puis après c'était 10 points, c'était 12 points, c'était 13 points, c'était 15 points, puis là, on disait 20 points, c'est énorme, ça va se resserrer sûrement, 21 points, puis là, matin, 22 points. Et tu dis, ça va arrêter où? Parce qu'il y a un point de rupture où il n'y a plus, c'est les fameuses 2 élections partielles perdues au centre-ville de Toronto, puis ici à Montréal, où tu te dis, OK, mais il n'y a plus de comté sûr pour les libéraux, il n'y a plus de région sûre, même les villes, Toronto, Montréal, des comtés qu'on disait acquis aux libéraux, il n'y a plus rien de sûr. Il y a le Parti québécois qui présente aujourd'hui son plan tellement promis et repromis sur l'immigration. Et c'est important, ça, pour le Parti québécois, Mario, et on a quand même des bribes de ce plan-là dans différentes entrevues accordées par Paul Saint-Pierre Plamondon, entre autres à notre bureau parlementaire. Ce qu'on apprend, c'est qu'il y a des demandeurs d'asile seraient désormais, sous un gouvernement du Parti québécois, filtrés dès leur arrivée. Ceux qui n'ont aucune chance, Mario, d'obtenir le statut de réfugié seraient tout de suite retournés. Là. On ne les accueillerait pas. Les autres seraient hébergés 1 mois dans des hôtels supervisés par le gouvernement, qui ramènerait à 28 jours le délai pour rendre une décision, pour enlever aussi une pression sur notamment les services sociaux, etc., etc. On veut, avec ce plan-là, freiner la multiplication de ce qu'on qualifie de faux demandeurs d'asile. Et il y a la question des permis de travail. Pour éviter que, par exemple, tous ces immigrants se concentrent à Montréal, on émettrait des permis de travail, mais dans les régions du Québec, pour un peu mieux répartir l'arrivée de ces demandeurs d'asile. Dans le devoir aussi, on a un peu de détails, notamment le PQ qui va s'engager à diminuer radicalement la taille du bassin d'étudiants internationaux. On reviendrait à des niveaux observés au milieu des années 2010 et l'objectif serait de réduire à un total de 50 000 le nombre de détenteurs d'un permis d'études à la fin d'un éventuel premier mandat. Ce sont, Mario, les grandes lignes qui ont commencé à circuler. Puis avec une orientation générale pour ce qui est des travailleurs étrangers temporaires, qu'on mettrait le paquet sur l'automatisation, la robotisation pour que les entreprises qui ont ce besoin là, de main-d'œuvre temporaire
réduire le besoin de main-d'œuvre, donc avoir plus des entreprises mieux équipées, mieux automatisées, qui ont besoin donc de moins de main-d'œuvre, mais pour baisser la pression. C'est sûr que quand je l'ai vu, je ne sais pas dans quel média, en titre, là, on remplacerait les immigrants par des robots. Là, présenté comme ça fait un bizarre de titre, mais sur le plan de l'économie, il y a quand même une logique. Le ministre Lionel Carman qui s'impatiente, si on se fie à Radio-Canada. Oui, c'est Véronique Prince de Radio-Canada qui nous apprend ce matin que à la suite de tout ce qui s'est passé là, au centre Cité des Prairies, je vous rappelle, là, les 9 éducatrices qui ont été soit congédiées ou soit suspendues. On parle d'allégations, justement, là, de gestes sexuels inappropriés, qui auraient eu des relations sexuelles avec des mineurs, des adolescents, justement, dans ce centre jeunesse-là, à Cité des Prairies. Il y en a même qui seraient tombés enceintes. Alors, c'est extrêmement grave, c'est odieux ce qui s'est passé, à un point tel que, selon Véronique Prince, Lionel Carman, le ministre responsable des services sociaux, a demandé à la directrice nationale de la protection de la jeunesse, Catherine Lemay, de partir, de démissionner. Selon les informations de Radio-Canada, elle lui remettrait sa démission aujourd'hui, mais elle pourrait continuer ses fonctions de sous-ministre adjointe. Alors, on verra bien, est-ce que ça restera quand même à la direction de la protection de la jeunesse? Est-ce qu'elle sera ailleurs? Mais c'est les informations qui circulent en lien avec ça, Mario. Rappel des faits, là. On a eu la commission Laurent, on a eu la petite fille de Granby. Oui, c'est ça. Prise de conscience là, horrible à propos de la DPJ. François Legault, d'ailleurs, ému, choqué, qui avait créé une commission spéciale là, sur la DPJ, présidée par Régine Laurent. Et de ça, donc, une série de recommandations, notamment de créer une espèce de protectrice nationale de la jeunesse, là, une personne au-dessus de tout. Madame Lemay a été nommée. Moi, lorsqu'elle a été nommée, moi, je la connaissais pas, j'avais jamais entendu son nom. Des gens m'ont dit, ah oui, excellente personne, tout ça. Forcé de constater, je dis pas que c'était pas une bonne personne au niveau de ses compétences ou de sa bonne volonté, forcé de constater qu'elle a jamais elle s'est jamais installée dans son rôle avec l'espèce d'autorité qu'on attendrait, là. Est-ce que c'est une personne un peu faible dans le sens de leadership ou que, tu sais, elle appelait des gens, elle se fait dire, non, ici, parce que si t'es dans une position comme la sienne, t'appelles des gens dans le réseau d'un DPJ, tu vas toujours te faire dire non, ici tout est correct. Ouais, le journal a dit ça, mais non. Nous autres, là, ça a eu l'air de ça dans le journal, mais tout est bien correct. Non, parfait, tout est beau. Mais tu vas-tu voir sur le terrain? Ouais, tu poses une bonne question, toi, là. Ouais, c'est ça. Hein? Je sais pas. Puis tu prends-tu un petit peu le mort aux dents quand même, puis tu prends-tu la défense des enfants, puis tu comprends-tu? Mais si tu prends toujours la parole de ces gens-là, tout est correct. Ah ben, Lynn va raccrocher. Elle fera pas perdre son temps au téléphone, je vais raccrocher. Tu vas pas voir, tu vérifies. Et jamais on l'a senti. Mettons pour le public. Là. Peut-être qu'elle a fait des choses discrètement qu'on n'a jamais su. Mais pour le public, même je vais dire que pour un public, mettons, un peu plus informé comme moi qui suis tout, je ne l'ai jamais vu en action. Je peux pas arriver, Alexandre, te dire ce matin, ben là, wow, dans telle situation, là, ça a brassé. Dans telle situation, elle a mis le pied à terre, puis ça a revolé. Es-tu venu souvent en entrevue? Ben là, elle est venue une première fois à LCN vendredi soir. Ouais, mais là, toi, tu l'as jamais eu. Là. T'es à la radio, puis à la télé. Reçu. Non, mais elle n'a jamais pris la parole publiquement, presque pas. Là. Non, mais Mario, tu fais 5 heures de direct par jour. J'ai jamais parlé. Tu l'as jamais eu. Puis j'ai jamais... Wow. Non, c'est pas juste ça. J'ai jamais pu dire au public qu'elle avait fait quelque chose. De deux façons, j'aurais pu le savoir parce que publiquement, elle aurait posé un geste. Mais tu sais, des fois, nous autres, on entend, des fois, on raconte aux gens des choses que, regarde, là, elle n'a pas voulu que ça se sache à la place publique, mais nous autres, on le sait, on l'a su par des sources que dans telle situation, là, ça a brassé, là. Fait qu'on ne sait pas ce qu'elle a fait. Fait que ça se peut que Lionel Carman... En fait, ça se peut qu'au gouvernement, d'ailleurs, ils se disent, on a l'air fou, on a fait un gros chiard, une grosse commission sur la DPJ, on a créé un nouveau poste de protectrice de la jeunesse, puis on n'entend jamais parler, là. Puis dans le cas de Lionel Carman, on va surveiller aussi, annonce à 9h30, en ce qui concerne l'usage et les dépendances aux drogues à Montréal. Ce serait une aide de 86 millions de dollars pour la lutte à la dépendance et aux drogues. Il y a aussi, parallèlement à tout ça, il y a toute la question de ce qui se passe, là, l'itinérance à Montréal, sur la rue Notre-Dame, ce campement d'itinérants qui prend vraiment de l'ampleur. Il y a énormément d'inquiétudes à l'approche de la saison froide.
les cellulaires dans les prisons, ça revient dans l'actualité. C'est-à-dire que il y a des porte-parole, là, des gardiens de prison qui n'en peuvent plus. C'est les agents correctionnels là, qui regardent ce qui se passe puis qui se disent ça n'a aucun sens le niveau, le taux de tolérance des autorités face aux cellulaires dans les prisons. Parce que c'est rendu une vraie farce. Là. C'est rendu que les criminels qui sont incarcérés peuvent à distance tout contrôler. À l'aide de cellulaires, contrôler les opérations. Et là, il y a les syndicats. C'est qu'à partir de la prison, le cynisme ultime, c'est qu'à partir d'une prison, tu peux commander un crime. Donc, t'es en prison pour payer une peine parce que la prison est censée être contre le crime, punir les gens. Donc, à partir de la prison, de ta cellule, tu commandes des crimes. Exact. Et on avait des chiffres en fin de semaine qui démontraient le nombre, par exemple, de drones observés près des prisons. C'est monté en flèche depuis 2-3 ans. Alors, ce que réclame le syndicat des agents correctionnels, entre autres, c'est des brouilleurs d'ondes dans les établissements carcéraux. L'employeur dit non. L'employeur veut pas, selon le syndicat. Alors, le syndicat dit, là, on n'a pas les outils pour intervenir. Demandez-vous pas pourquoi, là, je les paraphrase, mais pourquoi les chiffres sont en hausse. Si vous nous donnez pas les outils, les criminels le savent très, très bien. Il n'y a pas de balise, il n'y a rien qui empêche ça. Fait que les drones, c'est quasiment rendu que tu te fais livrer une pizza à la fenêtre de ta cellule. Non, mais j'utilise la caricature, mais on en est pratiquement rendu là, Mario. Ouais, mais je comprends qu'en faisant ça, les agents correctionnels, c'est leur sécurité aussi qui est en jeu, là, jusqu'à un certain point. Là. Je veux dire, plus en prison, oui, là, bon, les cellulaires, on comprend que c'est pour gérer une business, mais plus tu laisses rentrer d'objets, plus ils rentrent potentiellement des couteaux, ils rentrent potentiellement toutes sortes d'armes. Ouais. Je veux dire, toi, t'es agent correctionnel, t'es censé savoir, là, les détenus, qu'est-ce qu'ils ont pas, qu'est-ce qu'ils ont comme armes. Fait que quand tu as des détenus qui se font livrer toutes sortes d'affaires, je pense que les agents correctionnels là, finissent par y voir aussi une menace à leur propre sécurité. Il y a Gérard Depardieu qui doit toujours subir son procès, Isabelle. Ça doit se passer aujourd'hui, heure de France, 13h30. Donc, notre heure, c'est plutôt 8h30, devant le tribunal correctionnel de Paris, celui qui est accusé accusé sexuellement là, sur 2 femmes lors d'un tournage en 2021, le film Volet vert. Sauf que on apprend ce matin qu'il pourrait y avoir remise du procès en question parce que Gérard Depardieu serait extrêmement affecté, selon son avocat, et ses médecins lui interdiraient de se présenter à l'audience. Donc, ce qu'ils veulent faire aujourd'hui, c'est un renvoi, donc reporter à une date ultérieure pour qu'il puisse être présent, parce que jusqu'à maintenant, Gérard Depardieu nie les faits pour lesquels il doit subir son procès depuis le début. Donc, lui, il veut pouvoir s'exprimer. Donc, c'est ce qui serait déposé. Mais là, il est trop malade. Et c'est semblerait. Mais vendredi dernier, il a dit qu'il allait se présenter. En tout cas, son avocat parle pour lui. Là, son avocat disait qu'il allait être là. Et là, aujourd'hui, ce matin, on dit qu'il est trop malade. Ses médecins ne veulent pas qu'il se présente. Donc, on va savoir là, éminemment, parce que ça doit se passer dans 2 heures. On rappelle que les faits là, qui sont reprochés à M. Depardieu, c'est une décoratrice, entre autres, qui travaillait sur le plateau en 2021 d'une 50aine d'années, qui dit avoir été agressée. Lorsqu'elle a quitté le plateau, entre autres, il l'aurait agrippée, il l'aurait pris entre ses cuisses pour la toucher sur le ventre, sur la poitrine. La deuxième plaignante aussi parle de ce même concept-là, attouchement sur les parties intimes, même que dans l'un des 2 cas, c'est un agent de sécurité qui se serait mêlé de la situation pour que ça cesse. Les 2 ont le même discours. Il faut rappeler également qu'il y a une 20aine de témoignages contre Gérard Depardieu. Il y a 6 plaintes qui ont été déposées, dont une pour viol. C'est la première fois qu'il y a un procès de ce genre en France, d'ailleurs, depuis le mouvement MeToo. Donc, on va suivre ça de près, mais ça fait couler beaucoup d'encre aujourd'hui. Ouais. Ça arrive, ça, quand même. Ça fait quelques fois là, que... Je trouve ça curieux. Ouais. Le jour du procès, on file pas. Ça se peut, par exemple, qu'on soit nerveux par le projet, puis le procès, pardon, puis que ça affecte la santé. Ah ouais, c'était le cas de Pellico aussi. C'est toujours ça. Absolument. Étrangement, la journée. Quel hasard. Résumer l'actualité en moins de 24 minutes, c'est mission accomplie.